Bonjour à tous, bienvenue sur le petit podcast où l'on aborde le sujet de la pédiatrie en long et en large. Du médical au paramédical, en passant par les médecines parallèles, on tente ensemble de découvrir toutes les couleurs de ce kaléidoscope. Bienvenue, aujourd'hui on accueille Fanny Aven, logopède dans la vie quotidienne mais surtout spécialisée dans le TSA, trouble du spectre autistique. On va démystifier l'autisme, en tout cas on va essayer, avec l'aide de Fanny bien sûr. Si vous êtes confronté à l'autisme dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, on va vous donner des petits tips à mettre en place à la maison, des petites choses à mettre en place dans vos cabinets pour essayer de déceler qui est TSA ou non. Allez, on est parti avec Fanny Aven. Bonjour Fanny. Bonjour Jérémy. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est tout simplement qui es-tu? Tout d'abord en termes privés, et puis bien sûr en termes professionnels, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Eh bien, je suis Fanny Aven, je suis mariée, maman de 2 enfants, une grande fille de 5 ans et un petit garçon de 19 mois. Et voilà, j'ai habité à Mont-Saint-Guibert et puis j'ai voyagé pas mal et en travaillant. Et puis après, je me suis revenue en Belgique depuis 3 ans où j'exerce mon métier de logopède. Ok, super. Et finalement, ton parcours professionnel, il a débuté où? Il a débuté en Martinique. Ouais, complètement absurde. Oui, complètement. J'ai la chance d'avoir un mari qui est kiné et on était tous les deux diplômés. On a décidé de partir exercer au soleil. Et du coup, on a pu avoir une multitude de pathologies différentes parce qu'il y a très peu de kinés et de logopèdes qui sont formés, d'orthophonistes là-bas. Et donc, c'était super intéressant. Et après, ça nous a donné encore envie de voyager encore plus. On a été en Guyane française. On est revenu un peu à Lille, à Charleville-Mézières. Et puis après, on s'est installé à Bordeaux. On a ouvert un cabinet pendant 3 ans. Et puis, on a eu notre premier enfant et on est rentré en Belgique. Donc, voilà. Et maintenant, ça fait combien de temps que tu travailles en Belgique? Ça fait plus ou moins 3 ans. Ok. Et par rapport à la France, il y a des grandes différences en termes de prise en charge là pour le moment? Oui, quand même. Moi, c'est notamment, comme tu l'as dit, je suis spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme et quand j'étais en France, pour les patients, c'était remboursé complètement, ce qui n'est pas le cas ici en Belgique. Donc du coup, voilà, c'est une grosse différence. Et qu'est-ce qui t'a finalement mené vers cette prise en charge très spécialisée dans l'autisme? Parce que la logopédie, finalement, c'est relativement large. Ouais. Et c'est quoi? Quel est le déclencheur? Est-ce que toi-même, tu as été confronté à ça dans ta vie privée ou professionnelle? Je pense que mon plus vieux souvenir au final d'une rencontre avec quelqu'un qui avait l'autisme, c'est que j'étais même pas encore étudiante, je crois, en humanité, en fin d'humanité, et je faisais un job étudiant pendant les vacances, et j'ai gardé un petit garçon qui avait pas d'autisme, mais il a organisé un anniversaire, et là il y avait un petit garçon qui avait l'autisme, et du coup la maman du petit garçon m'a dit est-ce que tu peux plus t'occuper en fait de ce petit enfant, et donc j'ai vraiment vécu la journée avec lui, et je le voyais, il était dans un monde très sensoriel, et je me disais waouh, ça a l'air, ça m'avait ouvert un petit peu à tout ça. Okay. Puis après j'ai eu ma formation. Et vraiment, je pense que de me dire je vais me spécialiser là-dedans, c'est vraiment les rencontres avec les patients. Au fur et à mesure, moi j'aime beaucoup les petits qui arrivent, qui n'ont pas encore de langage, qui oralisent même pas encore, qui n'ont pas beaucoup de communication. Et donc, excuse-moi, je te coupe. Oraliser, tu peux juste expliquer un peu? Oraliser, c'est le fait de parler. Parce que on dit non, d'habitude on dit des non-verbaux, mais c'est pas ça en fait, c'est vraiment le fait de pas dire des sons, tu vois, ils arrivent et il y a pas grand chose à part des petits cris qui sont là, mais il y a pas de mots quoi en fait. Ah oui, donc oraliser, on est déjà même dans les prémices au tout début. Oui, c'est ça. De gazouillis et autres quoi. Oui, voilà. En fait, parce qu'on avait tendance à dire avant non-verbal, on essaie d'un petit peu enlever cette manière de dire, parce que ça veut vraiment non-verbal, ça veut vraiment dire ils communiquent pas du tout. Okay. Or on peut très bien oraliser, mais pour pouvoir communiquer au final en prenant la main, en faisant d'autres choses. Ah, oui. Donc là, moi, j'aime bien ces petits qui arrivent et qui ont encore tout à créer. Et au final, en fait, je me suis vite un peu spécialisée dans les petits sans langage. Et en fait, au final, il y en a beaucoup qui arrivent et qui ont de l'autisme. Et donc, j'ai dû me former au fur et à mesure. Je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui avaient de l'autisme, et donc j'ai commencé à travailler en partenariat, à me former, à faire des formations, à lire des livres. Et vraiment, après, une fois que des parents parlent de cette logopède, elle travaille ça, en fait, j'ai commencé à avoir que de l'autisme. Ah oui, ok. Et justement, quelles sont les formations que tu as faites? Enfin, la première, dire que tu t'es dit, ok, l'autisme, je vois que ça m'intéresse. Quelles sont les possibilités pour les professionnels pour se spécialiser en autisme?
Donc moi c'est vrai que mon premier patient c'était en remplacement, j'arrive et j'ai pas eu le choix, il y avait des enfants qui avaient de l'autisme et j'étais en panique parce que ça fait un peu peur je pense au tout début quand on sait pas, on se dit on n'a pas envie de faire n'importe quoi et en fait au final j'ai envie de dire n'ayez pas peur, c'est juste voilà c'est une manière différente de voir le monde et il faut simplement un peu je pense beaucoup lire, aller se former. Il y a plein de formations maintenant. On en parle de plus en plus de l'autisme, notamment avec Cap 48. Enfin, vous avez dû entendre à la radio. Il y a plein de trucs. À vrai dire, j'ai pas entendu Cap 48, mais ah, c'est vrai, je suis pas informé encore sur tout. Ah, ouais. Mais c'est pour ça que tu es là. Oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'on en parle de plus en plus et c'est chouette. Okay. Mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur, se former. Il y a des formations super accessibles. Il y en a même qu'on peut suivre en e-learning et tout ça. Ok. Et toi, tu as peut-être des références à nous donner. Enfin, t'es pas obligé de tête de nous les donner, mais peut-être que tu pourrais nous les donner et nous, on les mettra alors dans la description. Je peux te faire quelque chose. Ouais. Ok, écoutez, nous, on mettra dans la description. Comme ça, les gens qui nous écoutent, ils pourront suivre un peu ton parcours en termes de formation, parce que c'est toujours intéressant de par où commencer, quoi. Ouais. Alors, du coup, par rapport à tout ce bagage, toutes ces formations et ces connaissances que tu as emmagasinées maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer le plus simplement possible pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la sphère autistique, c'est quoi l'autisme? Et puis surtout, quelle est la nuance à avoir avec le TSA, si je ne me trompe pas, c'est le trouble du spectre autistique. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est la même chose? Oui. Le trouble de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire qu'on naît avec c'est vraiment, le cerveau a été créé un peu différemment. Et donc, on naît avec ça et on s'en rend compte au fur et à mesure du développement parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'exigences ou pas. Donc, on peut avoir, c'est vraiment un spectre. Donc, spectre parce que c'est rond et il faut imaginer vraiment au centre du spectre, vraiment la forme sévère. Alors on a peut-être, je pense, un peu cette idée de l'autiste qui se tape contre le mur, qui peut faire comme ça. Ça c'est vraiment un peu le stéréotype le plus gros qu'on pourrait avoir. Oui, tout à fait. Et voilà, ça pourrait être vraiment très fort au centre. Et tandis que les autistes peut-être comme Rayman ou ce genre de choses qui sont super intelligents, qui peuvent faire plein de calculs et tout, on les verrait plutôt, on va dire, voilà, sur le côté du spectre. Ça c'est un peu les grosses idées qu'on se fait de l'autisme, alors qu'en fait l'autisme c'est pas du tout que ça. C'est vraiment énormément de manières différentes de présenter l'autisme. En fait, on peut aussi le catégoriser un peu sur un continuum entre il parle, il ne parle pas, mais il peut parler et il peut avoir des difficultés à rentrer en interaction. Donc ça, c'est vraiment la définition, c'est difficulté à rentrer en interaction, à communiquer, avoir des intérêts particuliers, restreints et au niveau comportemental, avoir des difficultés dans aussi tout ce qui est sensoriel, par exemple. Ah oui, mais ça, c'est des bons points que tu abordes là parce que pour les parents aussi, finalement, quand on se rend compte que son enfant parfois a des réactions inattendues et on se sent parfois un peu, on ne sait pas trop quoi faire, mais voilà, c'est le genre de choses où les parents pourraient éventuellement faire attention pour se dire ah tiens, est-ce qu'il faudrait faire un dépistage? Ouais. D'ailleurs, je rebondis là-dessus pour te demander comment on fait. Imagine, moi j'ai un enfant dans ma patientèle ou même en termes privés et j'ai un doute, je me demande est-ce que finalement il y a une possibilité de TSA, comment je fais pour faire le dépistage, c'est quoi le point de départ, tu sais nous... Vous écoutez le petit podcast. Mais en fait, normalement, les médecins généralistes et les pédiatres doivent être formés là-dedans. On se rend compte que parfois, il faut un peu actualiser les choses, mais voilà, normalement, ils sont formés. Et donc, il faut aussi pouvoir écouter le parent qui vient avec... Voilà, il se rend compte que son enfant est un peu différent, il a l'impression, il se pose des questions. Bien souvent, les tout petits, on a l'impression qu'il est sourd parce qu'il répond pas à l'appel de son prénom. Et donc, on envoie chez l'ORL. Donc, faut pas hésiter un peu à renvoyer. Vérifier, en fait, l'audition, elle est bonne. C'est pas ça le problème. C'est autre chose. Et donc là, ça peut évoquer l'autisme. On voit que c'est aussi des petits enfants qui ont du mal à pouvoir communiquer des demandes à leurs parents. Ils vont pas pointer avec le doigt. Souvent, ils vont prendre la main du parent, c'est un peu la main objet, et faire des choses pour l'attirer vers quelque chose. Des difficultés dans l'interaction du regard aussi. Là, je parle vraiment des tout petits. Mais ça, c'est des choses qui devraient finalement être mises en évidence par le médecin traitant. Tout à fait, le médecin traitant devrait se dire bon, c'est bizarre, il faut aller voir soit un pédiatre, et si le pédiatre dit non, il y a vraiment des points que t'appelles, il y a même des petits questionnaires qu'ils peuvent remplir, ils doivent envoyer vers des médecins qui sont spécialisés. Donc ça peut être un neuropédiatre ou un pédopsychiatre qui sont vraiment qui eux ont plus l'habitude avec ce genre de troubles. Et donc lui après, pour faire vraiment poser le diagnostic, il va renvoyer vers des professionnels. Donc ça peut être psychomote, psy, logopède, qui vont faire des bilans, qui vont voir l'enfant et qui vont lui renvoyer un peu ce qu'ils observent. Et lui là, le médecin va pouvoir dire ok, il y a de l'autisme, il n'y a pas d'autisme, on a une suspicion d'autisme.
Et si vraiment le cas est compliqué, donc ça c'est vraiment, il y a vraiment une première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Et si c'est compliqué, on a l'impression qu'il y a peut-être un autre trouble qui est imbriqué, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment l'autisme ou pas, alors là on envoie en troisième ligne dans un centre de référence de l'autisme en Belgique. Ok, donc en fait on attend quand même d'avoir passé toutes ces étapes avant d'envoyer en centre de dépistage. Normalement c'est ce qui devrait se passer, alors parce que c'est vrai, je t'ai pas dit en fait que moi je travaille dans 2 centres. Voilà. Bah oui, j'ai oublié de te dire ça. Pas de souci. Dans ma pratique en fait je travaille dans un centre de référence de l'autisme, un tout nouveau centre qui est trop chouette, qui est à Namur, qui a 2 ans d'expérience maintenant. Il y a très peu de centres d'autisme dans... Et il s'appelle comment ce centre ? Le CEAN, Centre d'évaluation de l'autisme de Namur. Ok. Et donc là, le but, c'est vraiment l'État qui paye, c'est un accord avec l'INAMI. Les mutuelles vont payer le diagnostic pour l'autisme. Il y a des listes d'attente qui sont très, très grandes. Il y en a aussi à Bruxelles, il y en a à Mons, il y en a à Liège. Et tout le monde peut faire ça ? Voilà, mais il faut être renvoyé. Enfin, nous, en tout cas, à Namur, on demande que ce soit renvoyé par la deuxième ligne. Donc, que déjà un neuropédiatre, un pédopsychiatre, parce qu'on se dit, en fait, s'ils sont capables de poser le diagnostic, ça pourrait être posé avant, parce que ça va être, on surcharge un peu les listes d'attente pour rien aussi. Ok. Voilà. Super. Et du coup, je reviens un peu sur plutôt le point de vue privé. Quand on a finalement un enfant qui est diagnostiqué autiste, on a bien compris, donc l'autisme de quelque manière que ce soit était très différent. Mais si on a un enfant autiste, qu'est-ce que ça change finalement pour les parents, pour les frères et sœurs qui sont finalement eux peut-être pas atteints de ce trouble-là, pour la famille dans oulala, je m'embrouille un petit peu, mais dans le dynamisme de la famille, qu'est-ce que ça change d'avoir un enfant autisme à la maison ? Je pense que ça change quand même beaucoup, parce que souvent, donc voilà, on parlait des tout petits, mais des plus grands, ça peut être des interactions sociales. Enfin, il y a beaucoup de difficultés, on va dire, sociales, et donc parfois, ce qui se passe, c'est que de peur de trop confronter l'enfant à des difficultés, par exemple quand on va faire les magasins, quand on va chez des amis, parfois il y a une espèce on va se reclure un peu chez soi, quoi. On va essayer de diminuer un peu ça, l'interaction avec les autres pour l'enfant, et donc du coup il y a un peu un repli parfois dans certaines familles, un peu on n'ose plus aller faire le magasin parce qu'on a peur qu'il y ait des crises, on n'ose plus, et donc on voit souvent un peu on va un peu surprotéger l'enfant pour pouvoir pour éviter des crises aussi. Et donc je pense que pour les autres enfants qui n'ont pas d'autisme et qui sont dans la famille, les frères et sœurs, ça peut être aussi, on va s'en centrer un peu plus sur cet enfant, on va aller faire les prises en charge, on va aller, il aura des rendez-vous logopèdes, on se centre beaucoup un peu sur lui, et parfois l'autre enfant, il se fait peut-être un peu plus petit, quoi, parce qu'il a moins de... Et donc c'est tout, arriver à trouver un équilibre, je pense que pour les familles, même dans le couple, parce que un enfant qui fait beaucoup de crises, qui a des difficultés à interagir avec ses pairs à l'école. Ouais, bien sûr. C'est sûr que dans le couple aussi, ça peut créer des tensions. Donc je pense il y a le regard des autres, évidemment. Et il y a aussi ce regard des autres. Donc c'est pour ça que poser le diagnostic, déjà, ça va aider, parce qu'on va dire, ok, en fait, il fonctionne comme ça, donc on peut pas lui en vouloir pour quelque chose au final, parce qu'en fait, c'est dû aussi à sa manière d'être qui est différente. Et donc après, ça permet aussi un peu de se faire aussi accompagner, de voir pourquoi pas faire des groupes de parole avec d'autres parents, de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, un peu sortir de cet univers juste. Mais cette idée de groupe de parole, c'est super, ça peut faire vraiment partie de la prise en charge. Donc la question qui se pose, c'est déjà il faut accepter tout ça. Et puis quand l'enfant finalement est diagnostiqué autiste, qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être mis en place? Est-ce qu'on parle déjà de traitement? Parce que la question se pose. On est dans quel type de prise en charge, dans le sens où est-ce qu'on considère ça comme un handicap ou pas? Déjà, cette première question-là, j'ai envie de te la poser. Avant le reste, excuse-moi. Donc, dans quelle sphère on se retrouve? En fait, déjà, c'est pas une maladie. Donc, comme je te disais, c'est vraiment une manière différente. C'est un peu comme donc tous les troubles neurodéveloppementaux. Donc, ça peut être des apprentissages, la dyslexie, tout ça. C'est pas une maladie, on est différent. Donc, c'est pas un traitement en tant que tel avec des médicaments. C'est sûr que c'est pas ça. D'accord. Ça va vraiment être plutôt, en fait, arriver à voir qu'est-ce qui pose problème là actuellement. Parce qu'il y a des enfants, au final, on les détecte super tard. Ça peut être même j'ai des adolescents et des adultes, souvent des parents d'enfants qui se font diagnostiquer, qui en fait se posent des questions sur eux-mêmes et qui s'en rendent compte. Et donc, qui en fait ont passé quand même le cours de leur vie sans trop de handicap. Donc en fait, le handicap, il se pose simplement par
les problèmes, un peu la société qui n'est pas autiste au final. Et voilà, ils évoluent dans un monde. Finalement, eux n'ont aucun problème personnel s'il n'y avait pas toute cette société autour. Oui, voilà, c'est ça. Ils pourraient vivre de toute façon tout à fait différemment, mais vivre leur vie tranquillement. Oui, c'est sûr. Après aussi, on dit souvent, donc je vous parlais un peu un enfant qui parle, un enfant qui parle pas. Ça peut aussi être un enfant qui a une déficience intellectuelle qui est associée. Il y en a d'autres qui n'ont pas, mais ça peut être coexistant. Et là, du coup, c'est un peu plus handicapant parce que voilà, c'est peut-être un enfant qui aura moins d'autonomie. On sait que ça peut toucher l'autonomie. Donc le handicap, il est plus là. Avoir des difficultés aussi à s'habiller, parce qu'il y a souvent des dyspraxies qui sont associées par des troubles de la coordination. Les dyspraxies, oui, pardon. Des troubles de la coordination motrice, tu vois, un peu ça peut être associé. Donc voir un peu, le handicap peut être là, souvent induit par la société en final. Un enfant qui va avoir du mal à suivre un cours parce qu'en fait, il y a trop de bruit. Donc le handicap, il est créé par le reste. Donc on va lui mettre peut-être aussi pouvoir se concentrer en lui mettant un casque. On va essayer de trouver des choses qui peuvent un peu... Et donc c'est là que la prise en soin, elle est importante parce qu'en fait, il va aller voir peut-être une ergothérapeute ou une psychomote qui va faire un bilan sensoriel. On va dire, en fait, toi, t'es plutôt hypersensible sur ce point-là. On va pouvoir te donner des petites... ouais. Et donc, quel est Alors, j'ai entendu que tu disais prise en soin. Moi, j'ai jamais entendu ça. Je trouve ça très, très mignon. Donc, oui, mais je sais pas, dans les différentes formations, les dernières que j'ai faites, on parlait plus de prise en soin dans le sens où c'est pas... On va prendre en charge quelqu'un. C'est ça. C'est vraiment une prise en soin. On arrive dans un... C'est plus doux. C'est plus doux. Et c'est surtout, on n'est pas les seuls, nous, à tirer quelque chose des professionnels. C'est vraiment aussi, ça vient de la famille, du patient. Il y a un peu comme, tu vois... Mais donc du coup je reviens juste, excuse-moi, sur le traitement, parce que déjà est-ce qu'on parle de traitement, je ne sais pas, mais plutôt traitement suivi. J'entends bien qu'on ne prend pas de tout ce qui est médicaments, mais qui agit dans cette prise en charge. Donc j'entends bien que les logopèdes, les psychomotes, tu nous parlais, les psychiatres, les kinés aussi. Donc qu'est-ce qu'on met en place? J'entends bien que c'est du cas par cas, visiblement. Mais la ligne directrice, je veux dire, généralement, qu'est-ce que la médecine propose, et surtout, qu'est-ce que je dois faire avec mon enfant qui est autiste, quoi. Je pense que le point le plus important, déjà, c'est d'avoir un bon médecin, un professionnel qui soit formé là-dessus, donc un bon neuropédiatre, un bon pédopsychiatre, qui va pouvoir déjà guider, voir un peu, est-ce que il y a des difficultés de concentration, parce qu'on peut avoir un TDAH associé. Donc là, dans ce cas-là, on pourra donner peut-être TDAH, tu sais juste nous un dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc c'est souvent, on sait que c'est dans les comorbidités, ça peut être un trouble qui est souvent lié, tout comme je te disais, le trouble de la coordination motrice, la dyspraxie. Et donc voir un peu, si à ça, on sait qu'on peut donner, est-ce qu'il y a besoin de faire une prise en charge médicamenteuse pour le trouble de l'attention? Ça, c'est des choses que peut faire le médecin. Il va être un peu, c'est lui qui va renvoyer en fait vers les professionnels. Donc, si on se rend compte que au final, c'est un enfant qui parle pas, c'est sûr, on va l'envoyer chez une logopède. C'est un enfant qui sait parler, mais en fait, il a des difficultés de communication. On l'envoie chez une logopède. On peut aussi voir un peu, en fait, s'il est vraiment super pâteau dans ce qu'il fait, il sait pas encore découper avec une paire de ciseaux, là, on va faire plutôt une prise en charge kiné ou psychomotrice. Dans les relations aussi, peut-être un groupe d'habilité sociale, s'il a vraiment du mal à aller initier une conversation avec d'autres enfants. Et en fait, voilà. Donc, c'est vraiment se dire que l'autisme, ça va être... parfois, il n'y a pas besoin de prise en charge, en fait. L'enfant va bien, il sait se débrouiller, la famille est super informée, il n'y a peut-être pas besoin, peut-être qu'il va rentrer en humanité. Et là, il y a la pression sociale, le fait qu'il y ait plus de sous-entendus, des choses implicites qui sont difficiles dans l'autisme à détecter, peut-être que là, il va avoir un effondrement, lui, dans comment il est. Et donc, peut-être qu'il va devoir faire appel à des professionnels à ce moment-là. Donc, c'est vraiment arriver à suivre l'enfant sur le long terme, et voir un peu ponctuellement, c'est quoi le problème. C'est quoi le problème, Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Vous écoutez le petit podcast. Donc j'entends qu'il y a tout ce qui est trouble 10, il y a TDAH, tous les problèmes relationnels liés à la communication du non-verbal ou du verbal. Finalement, oui, c'est très varié, mais on est bien d'accord que quelqu'un qui a un TDAH n'est pas forcément autiste, et quelqu'un qui a un trouble 10 n'a pas forcément un problème de trouble autistique. Voilà, on sait que tout le monde ne s'affole pas. Tout à fait. C'est tous des troubles du neurodéveloppement. Ils sont tous dans la même catégorie troubles du neurodéveloppement, mais l'autisme est un trouble spécifique. C'est un trouble, mais on sait qu'il peut y avoir des interactions. C'est pour ça que souvent, tout est un peu imbriqué et qu'on fait appel à la troisième ligne, les centres de référence, pour comprendre un peu, est-ce que c'est qu'un TDAH, il n'y a pas de TSA? Est-ce que les deux sont imbriqués? Est-ce qu'il n'y a pas un trouble un peu plus
un peu psy aussi, d'anxiété, des choses. Ouais. Et je me pose la question, la question me vient, donc je te la pose. Vas-y. Mais un enfant, je veux dire, qui de prime abord n'a pas de trouble autistique qui est repéré en tout cas, est-ce que un événement, je dirais une séparation, un événement traumatique dans sa vie, n'importe quoi, pourrait enclencher finalement une espèce de trouble qui se met, qui s'installe de par le fait qu'il y a eu quelque chose d'émotionnel ou un événement dans sa vie. Est-ce que ça existe ou c'est quelque chose qui est vraiment fondamentalement de naissance et qui est de par sa structure, ben voilà, il est autiste parce que sa structure elle-même est différente, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être entre guillemets acquis en fonction de son évolution? Ben, comme je te disais, comme c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est vraiment inhérent, ancré. Ah oui. Et donc, si c'est inné. C'est voilà, c'est inné. Oui, voilà, mais c'est sûr que c'est pas vraiment, ça va pas être un événement traumatisant du genre un accident de voiture. C'est pas ça qui va déclencher un autisme. Ça peut plus déclencher, par exemple, je sais pas moi, un trouble plus psy. On va dire, tu vois, ça va plus évoquer quelque chose de psy. Tandis que l'autisme, ça peut par contre se voir plus. On va dire que c'était toujours un petit peu sous-jacent, mais voilà, c'est un enfant qu'on voyait pas trop. Puis par contre, il rentre, voilà, la pression sociale fait qu'en fait, on se rend compte que il est un peu inadapté, par exemple, dans sa manière d'être. C'est plus quelque chose qui va apparaître quand il y a plus de pression, plus de demandes relationnelles, plutôt dans ce sens-là. Donc c'est pas ce que tu évoques, ça fait moins. On pourrait plus avoir un bégaiement, par exemple, qui apparaît, ou des choses, tu vois. Ok. Moins l'autisme. Et par rapport au centre de dépistage, tu parlais tout à l'heure, il y en a combien en Belgique? Écoute, il faudrait que je les compte sur les doigts de ma main, mais je sais qu'il y en a à Mons, il y en a à Liège, il y a Luderf, il y a Saint-Luc à Bruxelles, il y a nous maintenant à Namur, et je pense qu'il y en a que 5 dans Bruxelles, vraiment, enfin la partie, on va dire, francophone de la Belgique. Et je ne sais pas te dire du côté néerlandophone parce que voilà. C'est pas grave. Ok, mais il y en a quand même quelques-uns. On entend bien que les listes d'attente sont longues et qu'il faut de toute façon passer ces 1, 2 ou 3 premières lignes avant de vraiment normalement, en tout cas nous à Namur, c'est ce qu'on a, on essaie de former la deuxième ligne, donc les centres PMS, les médecins et tout ça, pour vraiment leur expliquer ils peuvent agir avant de renvoyer là pour surcharger cette liste d'attente au final. Et le centre de dépistage où tu travailles, ils ont un site où il y a des informations éventuellement? Alors ça donc ça fait partie du CHU de Namur. Ouais. Donc c'est aussi Lucelle Louvain. Mais voilà, on peut pas avoir de site là pour le moment. Enfin, c'est des histoires d'hôpital, donc c'est très peu accessible. Donc il y a beaucoup de gens, quand je leur dis que je travaille là, ils sont là, mais je ne savais même pas l'existence de ça. Il n'y a pas de volet dans le site? Non, du tout. On peut juste voir que ça existe, mais il n'y a pas vraiment. Par contre, je peux donner les coordonnées pour si jamais. Oui, voilà. Comment les joindre et tout ça, oui. Voilà, ok. Parce que comme ça, on mettra aussi. C'est difficile de faire de la pub quand c'est dans l'hôpital et c'est encore un peu mal fait. Oui, voilà. Mais on mettra malgré tout le lien dans la description pour que les gens qui se sentent concernés ou qui se posent en tout cas la question puissent être référés au bon endroit, quoi. Ouais. Ça va. Une question. On a toujours crainte évidemment pour nos enfants, de toute façon, quel qu'il soit, quand on a un enfant, mais la question se pose aussi pour les parents qui ont un enfant autiste. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme avenir dans la société qui finalement est celle qu'elle est aujourd'hui, où on doit travailler, où on doit être proactif, où il faut avancer. La question c'est qu'est-ce qu'on peut espérer pour notre enfant autiste en termes professionnels, mais aussi en termes privés. Est-ce que c'est des gens qui arrivent à avoir une vie de famille tout à fait normale? Est-ce que quelqu'un d'autiste peut avoir finalement une histoire d'amour avec quelqu'un qui ne l'est pas, ou justement se retrouve-t-il dans une personne qui l'est également, voilà, sans jugement évidemment. La question que je te demande, c'est voilà, quel est l'avenir qu'on peut imaginer avec un enfant qui a je parle évidemment d'un autisme qui est vraiment bien présent. Ah oui, c'est ça, parce que j'allais te dire justement, tout dépend d'où il en est. Si c'est un autiste qui a un super bon niveau de fonctionnement, avec un bon développement intellectuel et qui au final a des toutes petites difficultés d'interaction. Voilà, c'est ça. Des petites difficultés d'interaction, on en a tous, de toute façon, autiste ou pas autiste. Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr que dans l'autisme c'est plus prononcé, mais on a un peu de tout. Il y a des couples qui se forment, ils peuvent avoir des enfants. Souvent, comme je te disais, moi j'ai souvent des parents qui au final ont eu des enfants. Moi je pense que tout est possible. Il y a aussi, si c'est vraiment compliqué au niveau de l'autonomie, on peut aussi les accompagner. Ils peuvent faire partie dans l'insertion professionnelle. Voilà, avoir aussi qu'est-ce qui l'anime lui, dans quoi est-ce qu'il se sent
Donc la personne se sent en fait apte à faire. Qu'est-ce qui l'anime au niveau de ses intérêts? Qu'est-ce que peut-être que on sait que dans l'autisme, ça je t'ai pas dit, mais il y a vraiment parfois des centres d'intérêt qui sont très spécifiques. Ah oui. Et donc du coup peut-être travailler dans quelque chose qui l'intéresse beaucoup parce qu'il peut vraiment voilà avoir cette envie et ça peut vraiment l'épanouir au final. Donc, Ok, mais justement, j'avais envie de te demander aussi, parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, on a cette image de l'autiste qui tape la tête contre le mur et qui finalement est hyper bon dans un domaine. J'ai un peu cette image-là de la personne qui a un domaine de prédilection et qui est ultra intelligent là-dedans. Ouais. Donc, est-ce que cette intelligence excessive dans un domaine, ça aussi fait partie de ce TSA? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent ou ça peut aussi avoir... Il y a des gens qui n'ont pas forcément un domaine de prédilection où ils sont super intelligents. Mais en fait, dans la définition même pour l'autisme, il y a 2 aires à cocher, on va dire. Donc, l'aire vraiment au niveau des difficultés de communication et d'interaction. Et l'aire B, qui est vraiment les intérêts un peu plus restreints, le côté répétitif des choses. Et donc, ça rentre dedans. Donc, il faut quand même pour poser le diagnostic d'autisme, qu'il y ait cette 2e aire qui soit cochée. Mais ça peut être subtil. Ça peut être aussi, par exemple, des enfants qui font des écholalies, c'est-à-dire qui répètent toujours ce qu'on dit. Donc, tu poses une question, par exemple, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est des écholalies. Donc, ça peut être ce côté-là qui est répétitif aussi dans le sens. Mais ça peut être simplement, voilà, des personnes qui ont besoin d'avoir quelque chose tout le temps en main, qui font des petits flappings sur le côté, des petites choses. Parfois, c'est des balancements, des choses comme ça. Donc, il y a ce côté-là. Et parfois, vraiment, c'est très prononcé, des intérêts sur les dinosaures, des intérêts sur les horaires de train, les choses comme ça. Mais c'est pas toujours aussi évident. Parfois, c'est plus subtil. Donc, Ok, mais je te parlais surtout de ces gens qu'on retrouve avec qui sont incroyables en ingénierie, par exemple. On dit voilà, monsieur Untel est atteint d'autisme, comme si le fait d'être autisme justifiait le fait qu'il soit ultra intelligent dans un domaine. Ou c'est plutôt une idée qu'on se fait? C'est une idée qu'on se fait, parce que comme je te disais, c'est comme c'est dans un spectre. Donc ici, on a évidemment une intelligence qui en plus ajouté une intelligence. Donc l'autisme, c'est pas du tout que des gens hyper intelligents. Faut se rendre compte de ça. C'est des gens tout à fait normaux aussi au niveau de l'intelligence, ou parfois avec une déficience. Et donc ça reste déjà une petite catégorie. On appelait ça avant le syndrome d'Asperger, mais on ne le dit plus maintenant parce comme on a tout remis dans un spectre. Et ben donc c'était plus ces personnes-là peut-être qui étaient très intelligentes et qui en plus avaient un intérêt restreint sur les chiffres ou tout ce qui est mathématiques ou des choses comme ça. Mais moi dans ma patientèle c'est pas du tout le cas. J'ai pas du tout ça. C'est plutôt un peu l'exception, on va dire. Je rebondis aussi, excuse-moi, mais j'insiste là. Je cherche un peu des points de corrélation. On entend beaucoup des gens qui parlent de HP, les gens haut potentiel. Oui. Est-ce que ça a un lien avec le TSA ou c'est vraiment 2 choses complètement différentes? C'est 2 choses différentes, mais ça peut être associé. Ah oui, ok. Donc on peut avoir quelqu'un de HP qui est TSA, donc un trouble de spectre autistique. Mais, il pourrait même avoir un petit TDAH en plus. Oui, on a vraiment parfois des petits cocktails comme ça. Ah oui, ok. Donc mais on peut avoir quelqu'un de tout à fait... juste autiste. Non, mais dire haut potentiel, mais qui n'a rien à voir avec... Ah oui, bien sûr. Mais c'est un diagnostic différentiel aussi à faire. D'accord, ok. Alors, question hérédité. Est-ce que le fait d'avoir des parents autistes implique d'avoir des enfants autistes ou pas? Automatiquement. Est-ce que c'est héréditaire Mais comme c'est un trouble du neurodéveloppement, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une part un peu génétique et qu'on a plus de susceptibilité d'avoir un enfant autiste quand on est soi-même autiste. Ok. Donc voilà, on sait aussi que nous, comme je disais, au centre de référence où je travaille pour le diagnostic de l'autisme, on pose des questions dans les anamnèses pour comprendre est-ce que dans la famille il y a déjà de l'autisme, ça peut être un cousin, ça peut être autre chose, ou des troubles neurodéveloppementaux. On sait que voilà, c'est des familles qui pourront avoir plus facilement des troubles neurodéveloppementaux, mais ça pourrait être pas spécialement que de l'autisme aussi. Mais c'est pas parce qu'on est autiste qu'on aura d'office un enfant autiste. Oui, c'est ça que je vais te demander. Ok, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, c'est un point qui mène à une possibilité plus grande que quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Oui. Voilà. Vous écoutez le petit podcast. Donc il y a quand même une part de génétique dans l'histoire. Donc finalement, dans un point de vue concret, dans ton travail, parce que tu travailles évidemment dans le centre de dépistage, mais tu travailles aussi au centre Aquarelle, c'est ça? Pastel, le centre Pastel. Le centre Pastel. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi Aquarelle reste dans ma tête. C'est mignon aussi. Qui ont un site? Tout à fait. Centre Pastel. Centre Pastel, un site qu'on mettra dans la description. Et donc, qu'est-ce que tu fais concrètement en cabinet, quand il y a un petit patient
autiste j'entends, qui vient te voir. Comment tu commences toi? Et puis finalement, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Parce que ils ont combien de séances par semaine généralement quand tu les prends? Moi, je les vois une fois par semaine. Une fois semaine. Le mieux, ce serait 2 fois, mais comme je te dis, c'est pas souvent remboursé. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Une fois semaine, pendant combien de temps? Moi, je les prends 45 minutes, parfois 30 minutes. Oui, mais je parlais plutôt... Oui, 45 minutes, ok, mais par rapport en mois, en année? Ah oui, c'est en fonction de... En fonction de chacun. Okay. Bah oui, mais en donc, fonction de ce qu'on a envie de travailler. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Voilà, ils rentrent, comment ça se passe? Mais du coup, moi j'ai la chance de travailler au Centre Pastel, qui est vraiment un centre dédié à l'autisme. Donc on n'est que des professionnels qui sont formés dans l'autisme. On a des neuropsychologues, des psychologues, des psychomotes, kinés. On a des psys aussi. Et c'est vraiment chouette parce qu'on n'est que vraiment là-dedans. Donc la salle d'attente, elle est même dédiée à ça. Parce que souvent, les familles qui ont un enfant autiste, elles sont toujours un peu gênées dans la salle d'attente aussi parce que il peut avoir des comportements un peu plus, voilà, peut-être un peu moins typiques, et donc du coup c'est un petit peu gêné aussi. Okay. Là c'est vraiment que tout le monde est à l'aise. Ouais, c'est trop chouette parce que c'est une salle d'attente où au final les gens ils changent, et puis après ça peut être un plus petit la maman parle de son enfant qui est plus grand en voyant le plus petit. Ah oui, donc, bien sûr. Franchement c'est chouette. Ça c'est sympa, ouais. Ouais, c'est vraiment voilà, un petit cocon avec que des gens motivés et des super collègues. Ok. Et donc moi ce que je fais c'est que j'aime bien, comme je te disais, plutôt prendre les plus petits mais qui grandissent au final, parce que les prises en charge sont quand même, les prises en soins elles sont plutôt un peu sur le long terme aussi. Peut-être parfois on fait des pauses puis ils reviennent, enfin voilà, peu en fonction de la demande de la famille. Donc moi j'agis surtout avec des petits qui arrivent et qui ne parlent pas encore, qui communiquent très peu. Et donc, quel âge? Peuvent arriver des 18 mois en fait. Ah oui, vraiment. Ouais, voilà, souvent quand ils arrivent à 18 mois c'est trop chouette parce qu'on peut déjà agir sur plein de points. En accompagnant aussi la famille, les parents, en mettant en place. Souvent je prends les parents en séance, enfin le parent qui vient. Je peux même faire des séances avec les frères et sœurs aussi pour un peu montrer. On essaie de mettre en place déjà d'ouvrir cette communication, si c'est les petits qui arrivent et qui ne savent pas encore pointer, qui regardent très peu, mais on va essayer de partir de son centre d'intérêt qui parfois, comme je te disais, est restreint. On va partir de ça pour essayer d'ouvrir cette communication et qu'ils puissent comprendre qu'en fait c'est génial de pouvoir interagir avec l'autre, que l'autre peut être intéressant aussi pour plein de choses, pour lui-même et pour aussi dans l'interaction. Donc du coup on prend du plaisir là-dedans. Et puis après on essaie de mettre en place un autre, parfois quand c'est difficile vraiment de communiquer, des systèmes un peu alternatifs de communication. On sait que dans l'autisme, il y a quelque chose qui est très visuel, un besoin, un peu instinctif. Parfois, j'ai des enfants qui vont voir le tout petit sigle, ils savent pas encore lire, écrire, mais voir le tout petit sigle, le tout petit chiffre sur ma page, si je montre quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très visuel au niveau sensoriel. Et donc, du coup, on part de pictogrammes, par exemple, pour pouvoir ouvrir la communication. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va dire quelque chose, on va pouvoir pointer un pictogramme. Et en fait, tout d'un coup, l'enfant qui ne parlait pas, qui ne communiquait pas, va pointer le pictogramme et va pouvoir demander quelque chose, va pouvoir dire quelque chose. Et donc, du coup, on crée un petit chemin. On crée quelque chose. et après, c'est des enfants qui vont s'emparer de cet outil-là, mais qui vont commencer parfois à parler en même temps. Et puis, ils n'en auront plus besoin de l'outil. Ou parfois, c'est vraiment des enfants qui vont avoir besoin encore longtemps de cet outil. Puis, parfois, qui vont commencer à écrire avant de parler. Enfin, voilà, il y a vraiment... Chaque enfant a sa manière de communiquer et il va la développer de manière différente d'un autre. Donc, c'est super chouette. Je peux aussi m'occuper d'enfants qui sont un peu plus grands, qui communiquent déjà, mais qui ont des difficultés, par exemple. Comme je te disais, par exemple, à l'école, comment aller enclencher une conversation avec quelqu'un, comment répondre, comment interagir. Et donc, du coup, on va travailler un peu plus ces habilités sociales. On a créé des groupes aussi avec mes collègues, les mercredis après-midi. Et donc là, on va vraiment avoir plusieurs enfants qui ont une suspicion d'autisme ou de l'autisme. Et on va créer par des petits jeux, des choses comme ça. On va essayer de montrer un peu comment est-ce qu'on peut entrer en communication, leur donner un peu des outils pour interagir. Je fais aussi parfois juste de l'accompagnement des parents. Ils peuvent m'envoyer parfois, on se fait même en visio, ils peuvent m'envoyer des vidéos de comment ils font à la maison. Et on interagit un peu là-dessus, on essaie de mettre un peu des clés et voilà. Donc c'est une évolution constante. On prend le problème du moment, on regarde un peu ce qu'on a un peu adapté, etc. C'est super riche. Franchement, c'est ça que je me suis spécialisée dans l'autisme. Il y a tellement à faire déjà. La logopède, comme tu disais, on peut traiter aussi bien tous les troubles ça peut être des troubles articulatoires, ça peut être le bégaiement, ça peut être la dyslexie, tout ça, mais l'autisme, il y a déjà tellement à faire qu'en fait, je me suis dit, moi, c'est bon, je vais là. Choisi. Ouais, je trouve que c'est déjà tellement riche, en fait. Il y a tellement de choses à faire. C'est génial, en tout cas, de trouver sa voie comme ça. En tout cas, on voit dans tes yeux que ça pétille quand on parle de la prise en charge. Ça fait vraiment plaisir à voir. Je voudrais juste te demander,
Donc là, les gens qui nous écoutent, évidemment, c'est une question qui est un peu compliquée pour toi parce que je te parle en règle générale, mais quelles sont les petites choses pour les gens qui nous écoutent ici, qui ont déjà des enfants qui sont qualifiés d'autistes, mais qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir quelqu'un d'aussi qualifié pour leur proposer des choses à mettre en place à la maison. Est-ce que tu aurais peut-être des petits tips à donner aux familles qui nous écoutent là? Par exemple, j'entends tout ce qui est communication par le pictogramme. Personnellement, j'y aurais jamais pensé. Donc, c'est déjà des choses, dit pourquoi pas, le pictogramme, on va essayer. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses comme ça, simples, 3-4 tips, de petites clés comme ça qu'on pourrait mettre en place à la maison vite fait, qui pourraient peut-être ouvrir une porte d'un côté ou de l'autre pour l'enfant? Déjà, je pense que ça peut ouvrir vraiment des grosses portes, justement. De bien... Il y a tellement de choses maintenant sur Internet et les réseaux sociaux, de pouvoir suivre des gens qui, en fait, vont montrer comment on peut utiliser. Si vraiment on est coincé en campagne, qu'on a peu de professionnels, que c'est difficile de bouger, parce que parfois des familles qui n'ont pas de voiture, on peut déjà aussi se lancer chez soi, imprimer, comme tu dis, des pictogrammes. Ça peut être... Il y a même des tablettes de communication qui sont des outils un peu plus robustes, qui parlent, en fait. Et donc, l'enfant peut, comme je te disais, parfois, ils sont un peu écolaliques, ils répètent ce qu'on dit. En fait, à force de pointer, de répéter, ils vont l'utiliser les mots. Donc ça peut déjà être super chouette d'aller voir de ce côté-là. Attends, et par rapport à ça, c'est quoi, il y a des applications qui existent ou quelque chose? Oui, on a des applications. Et tu connais ou comme ça ou... Il y a Grid, il y a TD Snap. Moi, j'utilise beaucoup celui-là. TD Snap. On les mettra aussi dans la description, comme ça on pourra... Mais je pense que le mieux quand même, ça reste on peut faire un peu sa petite popote à la maison, mais c'est chouette aussi quand même de pouvoir, parce que parfois c'est un peu aussi décourageant, on sait pas comment se lancer, de pouvoir avoir même, peut-être que si c'est loin, difficile pour les parents de faire en visio avec quelqu'un, mais de pouvoir avoir quelqu'un de formé. Et il y a plein de groupes, il y a Colmazo aussi qui est... Colmazo. Qui est ici une association vraiment sur les pictogrammes et en fait la communication alternative augmentée, la CA, bien retenir ça. CA. Je te donnerai d'ailleurs un tableau langage assisté que tu peux avoir dans ton bureau ici pour tous les petits loulous qui parlent peut-être pas encore ou des choses comme ça peut être chouette d'avoir il y a vraiment plein de sites, je peux te donner plein de choses là-dedans. On mettra les références, je pense que ça pourrait vraiment aider. Et comme tu disais dans les tips aussi, d'arriver à comprendre comment est son enfant au niveau de l'environnement sensoriel, parce qu'on peut avoir des difficultés qui peuvent être auditives, visuelles, dans tous les sens en fait, et de voir un petit peu, est-ce qu'il va plutôt se boucher les oreilles quand il y a des bruits forts, voir un petit peu, comprendre un peu comment il est, parce qu'on peut mettre en place des choses au niveau sensoriel. Et surtout de pas rester cloîtré chez soi, de peut-être aller voir, comme je te disais, de faire participer à des groupes peut-être, ou des communautés, même si on n'a pas envie, parce que souvent, peut-être parfois ici, il y a des parents qui ont du mal aussi dans les interactions. Il y a des groupes Facebook, franchement, qui ont l'air géniaux. Moi, je suis pas dedans, mais c'est des groupes de parents. J'entends souvent des mamans qui me disent oui, c'est trop chouette sur le groupe, on a parlé de ça, il y a des gens qui ont donné ça, ils donnent des bonnes adresses, des choses, donc. Pas hésiter à... Il existe des groupes. Il existe des groupes Facebook, je pense WhatsApp, des choses comme ça. Donc. Ok. Je reviens juste sur un point. Par rapport à tout à l'heure, tu expliquais que il y avait des gens en campagne qui malheureusement n'avaient pas toujours accès à des gens spécialisés. Et c'est là que je me pose la question, parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, quelqu'un se rende compte qu'il y a un petit trouble quelque part. Peut-être que les parents se disent « Oh, c'est normal, ça va passer ». C'est possible aussi. Et qu'est-ce que toi tu donnerais maintenant, pas comme tips aux parents, mais comme tips comme petits trucs, petits conseils aux logopèdes ou aux psychomotriciens ou kinés pédiatriques qui nous écoutent pour donner l'alerte, de dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne suis pas spécialisé, mais peut-être qu'il serait bon de conseiller aux patients d'aller voir un spécialiste. Parce que des fois, c'est dommage parce qu'on draine finalement un nombre de personnes dans la journée et peut-être que là-dedans, il y a des gens qu'on aurait pu rediriger, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais? Moi, je dirais toujours aussi bien écouter le parent qui arrive avec une plainte. Souvent, on sent que le parent, en fait, il perçoit les choses et parfois, peut-être, on n'est peut-être pas trop à l'écoute parce qu'on est dans ce qu'on fait nous. De comprendre que le parent, il vient avec un sentiment que c'est différent cet enfant et de l'écouter. Moi, je dirais que c'est super important. Et nous, d'avoir des petites grilles, il existe plein de signes d'appel qui sont importants. Donc, vous écoutez le petit podcast. Donc, notamment, comme je disais, un enfant qui pointe pas encore pour montrer qu'il a plus de 18 mois, c'est pas normal. Qui pointe pas pour montrer. Qui pointe le pointage, donc ça veut dire utiliser son doigt pour montrer quelque chose qu'on veut ou pouvoir montrer, on est par exemple dans le parc avec sa maman, pouvoir montrer le chien, quoi. Et ça, c'est quel âge? À 18 mois, si c'est pas présent, il faut s'en inquiéter. À 18 mois. Ouais. Ok. Normalement, ça apparaît vers 1 an. Et ça, c'est vraiment, parce que tu en as parlé plusieurs fois. Oui, c'est vraiment un truc important. Dès qu'il y a une notion de régression aussi, si dans le parcours, il a beaucoup il parlait, il babillait, il disait des choses. Et en fait, tout d'un coup, ça s'est arrêté et là, il dit plus rien. Ça, c'est un point d'appel hyper important pour l'autisme.
Le fait de pas, voilà, un enfant qui répond très peu à son prénom, c'est pas, voilà, à 18 mois, normalement, ça doit être quelque chose qui doit être opérationnel. Donc, envoyer chez un ORL, surtout avoir un médecin qui coordonne. Donc, si c'est toi, par exemple, en tant que kiné qui reçoit chez toi, bien se dire, je vais en informer peut-être les parents déjà qu'il y a des petits signes d'appel qui m'inquiètent, peut-être leur dire d'aller voir d'être sûr qu'ils ont un pédiatre ou voilà, un médecin qui coordonne bien et peut-être essayer qu'il aille voir un neuropédiatre. Bien sûr. Ok. Très bien. Excuse-moi, je bug un peu parce que j'avais une question, mais elle ne me revient plus. C'est pas grave. Pas de souci. Si ça revient, tu diras. Donc par rapport à ces prises en charge, c'est toujours un peu le nerf de la guerre, parce que l'argent, j'aime bien qu'on aborde aussi ce sujet-là, parce que c'est un point important pour les parents finalement. Qu'est-ce qui est pris en charge par les mutuelles? Et si j'ai un enfant autiste, est-ce que le fait de l'avoir bilanté me permet d'avoir un remboursement mutuel qui est plus important ou non? Eh ben, franchement, c'est un gros point, je trouve, qui est vraiment compliqué, je trouve, en Belgique, parce qu'en fait, on a des remboursements pour le moment, au niveau logopédique, je te parle. Tu veux que je parle d'autre chose que logopède ou je peux... Non, on parle de logopède, on parle de ton domaine. Et si tu as quelque chose à dire aux mutuelles et à l'INAMIS, c'est le moment. Donc au niveau logopédique, oui, écoutez-moi bien les amis. Au niveau logopédique, c'est vraiment, il faut avoir un diagnostic. Enfin, en fait, il faut avoir un quotient intellectuel qui soit fait pour pouvoir et un bilan ORL pour avoir un remboursement pour le langage oral. Okay. Donc ça veut dire que si tu as un petit patient qui n'est pas encore capable de pointer, qui n'est pas du tout dans une interaction, impossible de lui faire passer un quotient intellectuel. Et donc en fait, je ne peux pas avoir de remboursement. Or, donc toute la littérature, même toutes les universités, tous les professionnels tout temps à dire qu'il faut prendre en charge les enfants le plus tôt possible. Ok. Et je trouve ça un petit peu aberrant parce qu'en fait, au final, moi qui travaille, comme je te disais, avec des enfants parfois qui ont 18 mois, voilà, c'est sûr que les parents ne vont pas avoir de remboursement. On n'a pas pu faire passer un quotient intellectuel, il n'y a pas de remboursement avec l'INAMIS. Peut-être que c'est un point qui serait peut-être bon de revoir. Oui, tout à fait. Mais il y a des familles, franchement, c'est quand même désespérant, qui sont parfois dans des situations un peu plus précaires et qui ne peuvent pas se payer ça. Je trouve que c'est quand même... voilà. Donc ça, c'est... Okay. Et le remboursement, alors, il est de combien? Combien ça coûte une séance avec toi? Et combien quand j'arrive à avoir un remboursement en langage oral, alors qu'il y a encore quelques années, c'était interdit dès qu'il y avait le mot autisme, on ne voulait pas rembourser. Voilà, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, ils pensaient que c'était d'office pris en charge dans des écoles spécialisées, tout ça. Or, les écoles spécialisées ne sont même pas formées parfois pour l'autisme. Donc, en fait, il y a quand même un problème. C'est vraiment... je ne sais pas si tu connais dans les écoles spécialisées, les différents types qu'on peut avoir. Non. Il n'y a pas de type pour l'autisme. Il n'y a pas de type. En Wallonie. Et alors, les enfants autistes ont plutôt la tendance à les mettre dans quelle école finalement? Souvent, ils tombent en type 1, qui peut être des troubles plus sévères, du type 2 dans les troubles du comportement. Donc, du coup, en fait, soit ça va être dans les déficiences intellectuelles, alors qu'il n'y a peut-être pas des déficiences intellectuelles, soit dans les troubles du comportement fort. Mais comme il y a un côté, parfois, un enfant qui imite fort aussi ce que font les autres, de voir des enfants qui ont des troubles du comportement vont peut-être développer des troubles du comportement. Ouais. Donc, on est un peu embêté. Ou alors on les met en type 8 type 8 c'est vraiment pour les troubles des apprentissages. Ok. Et là ça peut toujours être un peu plus intéressant, mais parfois c'est pas non plus adapté aussi parce qu'il faut avoir plus de visuel dans l'autisme qu'il n'y a pas spécialement peut-être dans cette école-là. Ah oui. Donc c'est pour ça que c'est important finalement un bon bilantage aussi. Oui, de ne pas passer à côté pour savoir quelles sont ses possibilités en termes scolaires aussi derrière. Et parfois de pouvoir mettre aussi en lumière, mais c'est un enfant qui est intelligent, peut-être que parfois ça masque un peu, on n'a pas cette impression parce qu'il n'y va pas montrer tout ce qu'il sait faire en fait au final. C'est ça. Mais d'avoir aussi des professionnels qui savent montrer ce qu'il sait faire, parce que c'est ça un peu, et c'est ça que j'ai envie de dire à ces professionnels. Il faut toujours essayer de ne pas voir que le négatif, mettre en évidence le positif. Ok, il sait faire ça, mais c'est sur ça qu'on part en fait. Et du coup, ça coûte combien Ah oui. Mais là, on a été... Non, c'est juste que je ne sais, j'ai plus vraiment les prix en tête. Ça a été un peu revalorisé, mais pour la demi-heure, c'est 36 € et quelques. 36 € et quelques, voilà. Ok. Et on est remboursé de combien? Et je pense que quand on est... Je suis vraiment désolée, je suis nulle en chiffres, mais... que ce soit global, hein, on n'est pas au centre près, mais... Si on a réussi à avoir un remboursement de la mutuelle, on peut être remboursé jusqu'à... Je crois qu'on paye que 5 € de sa poche ou un truc comme ça. Et si on est dans une prise en charge classique, alors? Classique. Tu sais pas? Là, c'est classique. Ah, parce que s'il a été bilanté, tu me disais qu'il y avait une prise en charge qui était plus grande alors? Non, en fait, s'il a été diagnostiqué autiste, il n'aura pas spécialement de remboursement en logopédie. Hein. Ah bon? Non, c'est ça que je te dis. Il faut avoir un quotient intellectuel. Ah oui, c'est le quotient intellectuel. Ouais, mais s'il y a le quotient... il faut arriver à justifier, il faut aussi qu'il soit déficitaire dans certains trucs, dans certaines épreuves, au niveau des épreuves logopédiques. Okay. Il faut avoir un bilan ORL qui montre qu'il n'y a pas de problème des oreilles. On envoie le tout, on attend, on prie pour que la mutuelle accepte qu'il soit pris en charge, qu'ils ne disent pas que parce qu'il y a de l'autisme, ça ne peut pas être pris en charge. Et alors, c'est pris en charge.
Ah oui. Par contre, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place pour des prises en charge qui peuvent pas être qu'on n'a pas reçu le feu vert de la mutuelle. On peut demander en prise en charge complémentaire et là on peut être remboursé uniquement de 5 €. Donc dans l'autre. Sur les 36. Sur les 36, ouais. Vous écoutez le petit podcast. Par séance, ouais. Et quand le remboursement de 36 € est OK, on a droit à combien de séances pour ça? Là, je pense c'est 286 sur 2 ans. 286 séances? Ouais. Sur 2 ans? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même fameux. Oui, c'est pas mal ça quand même. Oui, ça c'est bien. Ouais, mais si je te dis, c'est vraiment, moi dans ma patientèle, typiquement, je pense que sur, allez, j'ai peut-être 25 patients, j'en ai peut-être que 7 qui ont réussi à avoir un remboursement, tu vois. Parce qu'ils sont un peu plus grands, qui parlent et que... Ok. On en a déjà parlé tout à l'heure et je le mettrai en description également. Est-ce que tu as des références pour les parents ou pour les professionnels? Des sites où tu te dis après ça il faudra absolument que les gens le voient? On en a déjà parlé, je pense que je sais pas s'il y en a d'autres et je les mettrai aussi dans la description. Non, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses qui te sautent ou même des livres que toi tu as lus, tu dis ce serait sympa si les parents sont intéressés? Pour ceux qui ont des petits enfants qui, comme je disais, qui n'interagissent pas encore vraiment, il y a un super livre qui s'appelle L'intervention précoce, le modèle de Denver. Ok. Et c'est vraiment pour les parents, celui-là. Il y a le même livre mais pour les professionnels. Donc c'est chouette parce que du coup on se base un peu sur les mêmes choses. Super. Et donc je pense qu'il faut aussi aller voir. Il y a plein de petits sites chouettes. Il y a Participate. Qui est vraiment sur, comme je disais, tout ce qui était la communication alternative augmentée, donc les pictogrammes. Il y a aussi, franchement, plein de sites sur l'autisme. Je sais que la Maison de l'autisme fait des choses. Il y a plein de sites parents autisme, je pense. Il y a un chouette petit un site avec des vidéos, vraiment sur des petites problématiques que peuvent rencontrer les enfants autistes. Ça s'appelle 5 minutes pour l'autisme. 5 minutes. Et donc ça peut être voilà, comment apprendre à mon enfant qui est autiste à se moucher, comment l'aider à s'endormir, comment mettre en place un rituel. Et on a vraiment une petite vidéo d'un petit enfant qui, ça dure que 5 minutes, et qui, comment faire, quoi. Donc c'est très visuel et très facile à mettre en place. Ça peut déjà un peu aider les parents. Super. Donc du coup, tu as déjà répondu à la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, pour les intervenants. Oui. C'est ça. Alors la question c'est... les intervenants, j'ai plein d'autres choses à dire si tu veux. Les intervenants? Oui. Je pense à des logopèdes par exemple, si elles ont peur de se lancer. Oui. C'est peut-être que tu voulais me poser cette question. Dis-moi, fais l'interview finalement. Oui, voilà. Non, mais je me disais que de pas avoir peur de se lancer, de se former, et surtout il y a des petites choses, même sur Instagram, il y a des logopèdes qui maintenant ont des chaînes vidéo, et donc ça peut être chouette de se former déjà sur la communication alternative augmentée, la CA. Et là il y a des petites, je pense notamment à Gaëlle Logo, qui fait plein de petites vidéos sur comment mettre en place. Il y a aussi les Facetti d'Emilie, vraiment top aussi. Donc voilà, ne pas hésiter à les suivre. C'est cool, tu as plein de références, il va falloir qu'on mette tout ça en description. Et alors pour les formations en ligne, Oseo Formation, super chouette, des petits formats sur des thématiques assez précises. Et voilà, on peut le faire en ligne, on peut même le faire en réel. Donc c'est chouette. Ouais. Et même pour les parents, Oseo Formation, il y a une partie parents. Génial. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que toi, tu voudrais d'une part ajouter quelque chose qui n'a pas été dit durant le podcast, ou est-ce que quelque chose qui te passe par la tête? Mais peut-être dire que vraiment c'est un domaine, tu l'as compris, que moi j'étais vraiment, je suis fascinée par tous ces personnes qui ont de l'autisme, et de pas hésiter à se renseigner, enfin on en parle de plus en plus, je pense, à la radio. J'espère que toi tu me dis que t'as pas entendu, mais je pense que ça commence à devenir de plus en plus connu. Et que attention, je ne suis pas une référence, je veux dire, voilà, mais non, sinon je crois que j'ai tout dit, sauf si tu as encore des questions. Juste qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi pour la suite? Quelles sont tes envies, tes objectifs? J'espère rester toujours aussi passionnée et arriver, franchement, je dis que je me spécialise, mais je trouve que j'ai encore plein de choses à savoir, tellement le domaine il est grand, il est vaste, et tellement je rencontre des patients qui sont différents dans plein de choses, qui m'apportent beaucoup de choses. C'est vraiment des super belles rencontres à chaque fois. J'espère peut-être pouvoir avoir le temps de mettre en place des groupes, peut-être avec des parents sur la CA, justement, pouvoir faire rencontrer un peu plus les parents autour de cette thématique. Voilà, mais c'est juste une question d'avoir du temps. Puis il y a tes enfants aussi dans l'histoire. Voilà, c'est ça. En étant jeune maman, c'est vrai que c'est compliqué. Les journées ne sont pas infinies. Donc. Ok. Bon, écoute, un grand merci en tout cas d'avoir accepté de prendre la parole face aux caméras. Je sais que c'était pas ton truc que tu aimais le plus, mais ceci dit, merci d'avoir accepté, merci pour ton honnêteté et ton point de vue sur l'autisme. Ça nous a vraiment fait plaisir de t'accueillir ici. Et écoutez, merci à tous de nous avoir suivis durant ce podcast.
Merci beaucoup de nous écouter et n'hésitez pas à partager le podcast qui démarre avec un grand plaisir que Fanny, si tu as encore une fois l'envie de revenir pour nous expliquer l'évolution de l'autisme d'ici quelques années, mais tu seras encore bienvenue parce que c'était vraiment très sympa de t'avoir. Merci beaucoup. Avec plaisir, Jérémy.